Parler du diabète et surtout du diabète de type 2, je vais passer rapidement sur les aspects thérapeutiques parce qu'effectivement, là, j'ai réalisé comme la diversité du public, bon, avant tout des médecins, mais il y a infirmières, pharmaciennes, ingénieurs agronomes. Bon, c'est à la fois aussi une richesse dans ce diplôme, mais ma présentation était quand même assez axée thérapeutique. Bon, les pharmaciennes, vous allez retrouver aussi quand même des médicaments qui sont au comptoir, donc c'est important, mais je ferai quelques adaptations. Le diabète donc il y a deux types de diabète. Le diabète de type 1, qui était l'ancien diabète insulino-dépendant, qui touche plus le sujet jeune. Le pic de fréquence, il va être entre 8 ans et 15 ans. C'est là où il y a le pic de fréquence, mais on peut voir malheureusement des diabètes de type 1 chez des jeunes nourrissons de 6 mois, et qui vont être à l'insuline toute leur vie, bien sûr, puisque c'est un diabète qui est lié à une destruction des cellules qui produisent l'insuline par le pancréas, et c'est une destruction irréversible. On n'arrive pas à l'heure actuelle à faire régénérer ces cellules, des îlots de Langerhans qui sécrètent l'insuline. C'est une attaque auto-immune d'origine génétique, indéterminée. L'environnement peut avoir son rôle, l'alimentation éventuellement, mais comme toutes ces maladies auto-immunes, pourquoi il y a une production d'anticorps qui se retournent contre l'organisme, on ne sait pas. C'est certainement plurifactoriel. On peut, après 20 ans, même à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, faire un diabète de type 1. Donc c'est le diabète du jeune, mais il n'y a pas d'âge limite. C'est ce qu'on dit à chaque fois aux étudiants. Voilà, le pic, ça va être quand même l'adolescence. C'est un traitement à vie à l'insuline. Actuellement, il n'y a pas d'autre alternative. Il y a des recherches avec une insuline inhalée, mais qui a été arrêtée pour l'instant parce qu'il y avait une suspicion de risque éventuellement de cancer du poumon. Et puis c'était surtout la dose qui était pharaonique à administrer par voie nasale et avec un coût énorme par rapport à une injection. Donc là, en France, ça avait été décidé de ne pas le rembourser, par exemple. Et donc le laboratoire a dit, si ce n'est pas remboursé, je ne commercialise pas. Donc l'insuline par voie nasale, on peut faire, mais il faut voir effectivement les conséquences. Voilà. Alors le diabète de type 1, c'est uniquement 200 000 diabétiques. C'est globalement 8%, ça n'excède pas 10% de l'ensemble des diabétiques. Donc une écrasante majorité, c'est le diabète de type 2. Alors, forme juvénile, pic de fréquence, voilà, traitement chronique par insuline, 8% des cas de diabète. Le gros de la troupe, si je puis dire, c'est les diabétiques de type 2. Donc en France, les derniers chiffres, c'est au moins 2,5 millions de diabétiques. C'est en augmentation importante. C'est une forme qui touche plus les adultes. La moyenne d'âge, vous voyez, c'est 65 ans. Dans les éléments importants que l'on observe dans tous les sociétés occidentales, c'est un abaissement de la moyenne d'âge, et on a même maintenant chez des adolescents un diabète de type 2 qui apparaît à 12 ans, à 13 ans, alors qu'auparavant, à cet âge-là, c'était forcément un diabète de type 1. Les premiers cas ont été décrits en Angleterre, aux États-Unis, mais même en France. Moi, j'ai une patiente qui est diabétique de type 2. Elle a 20 ans actuellement et son diabète a été diagnostiqué à 12 ans. Elle a une obésité. Ce sont des adolescents très obèses ou relativement obèses, avec des antécédents familiaux souvent, qui vont faire un authentique diabète de type 2 à un âge où, jusqu'à présent, ça ne se voyait pas. Donc, mais il faut quand même garder à l'esprit que c'est une maladie de la soixantaine, et cette maladie, elle est d'autant plus fréquente que l'âge augmente. Ça se traite par médicaments, on va le voir, et ou insuline, et c'est 92% des cas de diabète. Alors, c'est un problème important de santé publique. Actuellement, on considère que si on englobe notamment les DOM-TOM et puis les cas de diabète non connus, c'est 5% de la population française. Alors je disais les DOM-TOM parce que la prévalence du diabète est très importante, que ce soit à La Réunion notamment, dans les Antilles, en Guyane, Nouvelle-Calédonie. Et donc on a une prévalence, une fréquence qui est beaucoup plus importante qu'en France métropolitaine. Une autre notion, c'est l'aspect âge. 10% de la population après 65 ans est diabétique en France métropolitaine. Donc, vous voyez, un Français sur 10 après 65 ans, avec le vieillissement de la population, ça explique également pourquoi il y a de plus en plus de diabétiques. Pourquoi il y en a de plus en plus?
il y a le vieillissement de la population, il y a la sédentarité, il y a l'obésité qui augmente beaucoup dans les pays occidentaux. Tout ça fait le lit du diabète et explique pourquoi il y a une augmentation qu'on estime, dans les dernières statistiques, vous allez le voir, à un taux de croissance annuel de près de 5 à 6%. Alors, il y a la problématique des diabétiques méconnus. C'est une maladie silencieuse, le diabète de type 2. Le diabète de type 1, ça, ce n'est pas silencieux, c'est très bruyant. Sans insuline, on meurt en 48 heures. Donc, les gens ont beaucoup maigri, ils ont soif, c'est assez bruyant. Quand on a une glycémie très élevée, on a soif et on urine beaucoup. C'est un signe qui peut alerter. Il faut savoir, notamment en pédiatrie, que pour un enfant qui est fatigué, qui maigrit, et puis surtout qui a soif, qui urine beaucoup, qui a un syndrome polyuro-polydipsique, ça peut alerter. Il faut faire une bandelette urinaire, parce qu'avec la bandelette urinaire, on aura tout de suite le diagnostic. Les signes sont un peu bâtards au départ. Et puis ensuite, c'est une fatigue, des signes digestifs, ça peut même orienter vers une gastro-entérite à tort. Et après, la carence en insuline, on a un tableau d'acidocétose qui finit dans un coma et qui finit en décès s'il n'y a pas d'administration d'insuline. Et donc, la découverte de l'insuline en 1921 à peu près. Ensuite, il y a eu les premiers traitements par insuline tirés du bœuf ou du porc. Mais avant, malheureusement, ces patients mouraient. Il n'y avait aucun traitement possible pour le diabète de type 1. Le diabète de type 2, il sécrète encore de l'insuline qui est moins active. Mais il n'y a pas de carence importante en insuline. Et donc, ils ne meurent pas comme ça. Et ils ont une glycémie qui est élevée. La glycémie normale, c'est autour d'1 gramme. Ils ont une glycémie qui est à peu près, peu importe, au-delà d'1,40 gramme. Et ça donne très peu de symptômes. Donc c'est une maladie qui peut être silencieuse, qui peut être diagnostiquée avec beaucoup de retard lors d'un bilan systématique, d'un bilan de santé ou à l'occasion d'une intervention chirurgicale ou d'un problème de santé autre. Ce qui explique qu'environ, on considère qu'en France, 500 000 diabétiques sont méconnus. On considère que c'est pratiquement 20% de l'ensemble des diabétiques de type 2. Eh bien, il faut prendre 20% de cette masse et rajouter ces 20% en diabétiques méconnus. L'augmentation annuelle, elle est importante. Il y a peu de maladies qui ont une fréquence, un taux de croissance, si on peut dire, annuel aussi important. Ce qui veut dire que d'ici à 10 ans, il y aura près de 1 million de diabétiques supplémentaires. Ce qui veut dire aussi qu'au niveau de l'industrie pharmaceutique, c'est un marché faramineux, tout ce qui est diabète, obésité, mais pour l'instant, il y a plus de médicaments dans le diabète que dans l'obésité, c'est un secteur d'avenir. Alors la difficulté, c'est de trouver des médicaments innovants, des médicaments qui marchent, qui ne soient pas trop toxiques, mais ça fait partie des secteurs, avec la cancéro, avec le vieillissement, avec l'Alzheimer, ça fait partie des secteurs d'avenir pour l'industrie, parce que celui qui trouve le traitement du diabète, il a la pépite. Sauf qu'il n'y a probablement pas un traitement du diabète, c'est plusieurs traitements. Mais il y a une grande dynamique dans ce sujet-là. Alors, forcément, qui dit diabète dit la définition et un seuil. Ce seuil, il est arbitraire. Actuellement, la définition, c'est une glycémie à jeun supérieure ou égale à 1,26 g. À 2 reprises, on demande à ce qu'on confirme à 2 reprises parce qu'il peut y avoir une petite variabilité pour également limiter le risque d'erreur. Alors, pourquoi on a dit que c'est 1,26 g ou 7 millimoles pour ceux qui sont en millimoles? La définition, le seuil. C'est comme pour la pression artérielle, c'est arbitraire. On a dit 140, 90. Au-dessus, c'est de l'hypertension. En dessous, c'est une pression normale. En fait, c'est qu'on sait qu'une glycémie qui, de manière chronique, est au-dessus de ce seuil, il y a un risque de complication du diabète. Et la gravité du diabète, elle vient de ces complications. Je vous ai dit, on peut avoir 1,40 g de glycémie, il n'y a aucun symptôme. Pour qu'il y ait vraiment l'envie d'uriner, la soif, il faut que ça dépasse 2 grammes, 2,50 g. Avant, il n'y a aucun symptôme, aucune douleur, rien du tout. Donc les patients, ils se plaignent de rien. Donc vous comprendrez aisément qu'ils n'ont pas envie d'être dépistés, ils ne vont pas venir voir en disant quand on a une sciatique, on s'en aperçoit vite. Là, ils ne s'en aperçoivent pas, ils ne sont pas non plus enclins à prendre leur traitement finalement, puisqu'ils ont pas mal. Un antalgique, vous êtes enclin à le prendre. Donc on a toute la problématique de l'observance du traitement qui est derrière cette absence de symptômes. Donc en revanche, le diabète, c'est grave parce que ça donne des complications des petits vaisseaux, ce qu'on appelle la microangiopathie. Ça touche les petits vaisseaux de la rétine, des nerfs périphériques et du rein. Et donc, les complications du diabète, c'est une rétinopathie qui peut conduire à la cécité. C'est la première cause de cécité
dans les pays industrialisés avant 65 ans. Après, c'est la dégénérescence maculaire de la rétine. C'est une cause d'insuffisance rénale, de dialyse. Alors ça fait peur aux patients, à juste titre, de dire « ah bah oui, j'ai pas envie de finir aveugle et en dialyse ». Actuellement, c'est la cause numéro 1 d'entrée en dialyse dans les pays occidentaux. Avant, c'était l'hypertension, c'était les glomérulonéphrites. Et maintenant, aux États-Unis, et maintenant ça arrive aussi en France, c'est la cause numéro 1. Forcément, il y a tellement de diabétiques que sur le lot, ça explique, même si on les traite mieux, que ce soit la cause numéro 1 d'entrée en dialyse. Alors la neuropathie, ça peut donner des douleurs, des fourmillements dans les jambes, des douleurs type décharge électrique, des brûlures qui peuvent être très douloureuses. Il y a d'autres causes de neuropathie, mais là, c'est vraiment le diabète qui donne cette neuropathie diabétique. Ça, c'est des complications qui sont spécifiques au diabète. Et qui font la gravité. Alors, il faut 10 ans pratiquement, il faut au moins 7 ans de diabète pour qu'il y ait ces complications. Ça met du temps. Le processus petit à petit lié à l'hyperglycémie qui est toxique pour les vaisseaux. Et puis, le fait d'avoir une glycémie élevée, ça augmente le risque. Alors, on oppose micro à macro-angiopathie. Micro, c'est les tout petits vaisseaux, macro, c'est les plus gros vaisseaux. Et plus gros vaisseaux, typiquement, c'est les carotides, c'est les coronaires, c'est les artères fémorales. Ça, c'est des artères plus grosses. Alors, la macro-angiopathie, c'est aussi tout ce qui est les complications cardiovasculaires, l'athérosclérose. L'athérosclérose est favorisée par le tabac, par l'excès de cholestérol, le mauvais cholestérol, le LDL. Et c'est favorisé aussi comme facteur de risque par l'hyperglycémie, par le diabète. Les diabétiques font 2 à 3 fois plus d'accidents cardiovasculaires. Ils meurent avant tout de ça. Ils meurent beaucoup plus de maladies cardiovasculaires que de cancer. Et donc, il y a ce double risque, les petits vaisseaux et les gros vaisseaux. Donc, on comprend pourquoi le diabète, même si ça fait pas mal, eh bien, c'est grave. Alors, voilà, 1,26 g, on sait que si on est au-dessus de ce seuil, on s'expose à ce risque dans les années à venir. Voilà. Ça évolue, c'est-à-dire qu'en même temps, dans quelques années, peut-être qu'on se rendra compte que 1,20 g, c'est pas non plus génial. Et que, bon. Globalement, physiologiquement, une glycémie normale, ça va tourner autour d'1 gramme. Au-delà d'1 gramme, on considère que c'est déjà un petit peu anormal. C'est comme la personne qui a 13 de tension. Bon, bon, voilà, il y a un continuum en fait, mais sachant que ça peut être variable aussi. Une glycémie peut se normaliser s'il y a une perte de poids, par exemple. Alors, le diagnostic retardé, c'est important. Vous avez, voyez, à peu près 20 à 30% des patients chez qui on va dépister une complication lors du diagnostic. Parce que le diagnostic, c'est fait lors d'un bilan de santé pour un prêt bancaire, c'est fait pour une raison X ou Y, et on découvre un diabète. Et on considère globalement, il évolue au moins depuis 5 ans. Alors ça dépend, il y a des gens chez qui on fait des glycémies régulièrement, ce qui n'est d'ailleurs pas forcément nécessaire. Et quand on va dépister le diabète, il est tout récent. Mais d'une manière générale, et ces chiffres le prouvent bien, s'il y a une rétinopathie, je vous ai dit, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins à peu près 7 ans de diabète derrière. On ne fait pas une rétinopathie du jour au lendemain. Et puis, il y a un cas important, c'est l'infarctus qui révèle le diabète. On comprend mieux à ce moment-là pourquoi la personne fait un infarctus. Et alors, elle a à la fois le diagnostic de l'infarctus et en plus, on va lui apprendre qu'elle est diabétique. Voilà, donc un petit peu ces présentations. Alors, les facteurs de risque de diabète de type 2, vous allez comprendre très bien pourquoi il y en a de plus en plus. Bon, c'est parce que ce sont des facteurs de risque qui sont effectivement très prévalents actuellement. Alors, antécédents familiaux, ça, c'est la part génétique. On retrouve souvent des parents, des frères, qui ont eu un diabète de type 2. Le diabète de type 1, c'est autre chose et il n'y a pas d'interrelation. Ce n'est pas parce que votre père était diabétique de type 1 que vous serez plus à risque d'être diabétique de type 2. Quelques arguments pour la mère, mais globalement, c'est 2 maladies différentes. Et le poids de la génétique est important dans le diabète de type 2. Le poids de la génétique est plus important dans le diabète de type 2 que dans le diabète de type 1. Et ça, c'est important parce que souvent, les patients attachent beaucoup plus d'importance au diabète de type 1.
Et ils sont anxieux en disant mon père ou ma mère, alors c'est plutôt les parents qui sont anxieux pour le risque de leur progéniture et qui nous disent je suis diabétique de type 1, quel est le risque? Je suis très inquiet pour mes enfants qu'ils soient aussi diabétiques de type 1. Et en fait, le risque, il est faible. Il est un petit peu plus augmenté par rapport à si les parents, un des deux parents est diabétique de type 1, le risque que les enfants soient diabétiques est un peu plus élevé que si les deux parents ne sont pas diabétiques. Mais on va passer globalement d'un risque de moins de 1% à 5%. Bon, 5%, ça reste faible. En revanche, dans le diabète de type 2, le poids de la génétique est beaucoup plus fort. Et globalement, on le voit avec l'exemple des jumeaux, des vrais jumeaux. Les vrais jumeaux, ils ont le même patrimoine génétique. Dans les vrais jumeaux, s'il y en a un qui est diabétique de type 2, à 90%, l'autre va le devenir. Ça montre qu'il y a un poids génétique important. En revanche, il y a deux vrais jumeaux. Si l'un est diabétique de type 1, l'autre, c'est 30 à 40%. Donc, vous voyez, le poids de la génétique est plus fort pour le diabète de type 2. Et les gens sont plus concernés par le diabète de type 1 que par le diabète de type 2. C'est plus rare qu'on ait les parents qui nous disent « je suis diabétique de type 2, je suis inquiet que mon fils ou ma fille le devienne ». Mais alors le diabète de type 1, l'insuline, tout ça, là en revanche, ils vont être hyper inquiets. Mais ça, finalement, c'est juste une question de représentation, d'appréhension, de vécu de la maladie qui va fausser leur jugement. Alors, obésité ou surpoids, oui, l'obésité, mais le surpoids également, surtout si c'est un surpoids plutôt abdominal, une répartition qu'on appelle androïde des graisses, favorise l'émergence d'un diabète de type 2. Et donc ça va avec le concept de tour de taille élevé, j'y reviendrai très vite. La sédentarité, le manque d'activité physique favorise aussi l'obésité, mais indépendamment de ça, ça favorise aussi l'émergence d'un diabète de type 2. Donc vous voyez, avec notre société où on passe notre temps assis, tout est motorisé, on a des ascenseurs, on ne monte même plus un étage à pied et on passe notre temps devant un ordinateur. La sédentarisation de la société explique en grande partie pourquoi il y a de plus en plus de diabète de type 2. Le phénomène est très net en Afrique, par exemple, où il y a une sédentarisation, notamment dans les milieux urbains, et on a des taux de diabète qui explosent, alors qu'avant, c'était une population qui était plutôt à l'abri du diabète de type 2, parce que justement, c'était moins urbanisé et moins sédentaire. Les femmes qui ont présenté un diabète gestationnel ou qui ont eu un gros bébé, la macrosomie, c'est un gros bébé, on dit de plus de 4,5 kg, ça commence à faire. Le fait d'avoir un gros bébé, vraiment un gros bébé pour une femme, eh bien, ça traduit la plupart du temps une sécrétion d'insuline du fœtus importante. Et cette sécrétion d'insuline, elle était liée au fait que la glycémie de la mère montait un peu, notamment après les repas. Le fœtus, il baigne dans la glycémie de sa mère, si je puis dire, et donc il est en contact. Et donc, quand il détecte que la glycémie de sa mère monte, ben, le fœtus, il a un pancréas qui sécrète de l'insuline pour compenser. Ce qui fait d'ailleurs que la glycémie du fœtus restera strictement normale. Hein. Mais très vite, il est capable de sécréter l'insuline. L'insuline, c'est un facteur de croissance, ça fait grossir. Et donc, ça fait grossir le fœtus. Donc, ça donne un bon gros bébé. Et donc, un bon gros bébé, c'est un bébé qui a été obligé de sécréter de l'insuline parce que sa mère a eu des montées glycémiques, et c'est souvent après les repas. C'est pour ça que c'est le reflet indirect qui a eu peut-être un diabète gestationnel chez sa mère, ou en tout cas une anomalie du métabolisme du glucose. Alors on met la seuil à 4,50 kg, ce qui est quand même 4,5 kg. L'hypertension artérielle, c'est très fréquent. On considère que la moitié des hypertendus sont résistants à l'insuline, ce qui expose à un risque de diabète. Donc on voit parfois le lien avec des pathologies pour lesquels au départ on se dirait tiens quel est le lien entre hypertension artérielle et diabète. Eh bien indépendamment même d'une obésité, quelqu'un qui est hypertendu, c'est quelqu'un qui est potentiellement plus à risque de devenir diabétique. Et c'est une association qu'on voit souvent. Donc là aussi, ça va exposer, dans le bilan de l'hypertendu, il y a la glycémie à jeun qui peut être intéressante. C'est des patients, surtout s'ils ont des facteurs de risque surajoutés, hein, vous voyez. Donc c'est très important pour le clinicien, bien sûr, mais d'avoir à l'esprit ces facteurs de risque pourrait permettre d'identifier. Et actuellement, il y a toute une réflexion sur le dépistage du diabète. Alors, ça va toucher le pharmacien ou la pharmacienne. Il y a actuellement une réflexion sur faut-il un dépistage systématique du diabète, dépistage à l'officine, dépistage en médecine du travail, dépistage... Bon, actuellement, c'est de dire oui uniquement dans des populations prédisposées à haut risque.
Mais en même temps, vu l'augmentation du nombre de diabétiques, on est en train de se repencher dessus et de dire, en même temps, plus on le dépiste tôt, plus on peut prévenir les complications. Si on arrive déjà après la bataille qu'il y a une rétinopathie, c'est un peu dommage. Et c'est une source de coûts aussi pour la société. En même temps, vous allez voir qu'on peut s'en sortir avec des mesures hygiéno-diététiques. Donc ça, la Sécu dit très bien, moi ça ne me coûte rien, on évite des médicaments, très bien. Mais après, il faut pouvoir faire ces mesures hygiéno-diététiques. Donc il y a toute une réflexion sur à quel moment faire un dépistage, chez qui. Pour l'instant, on cible des femmes qui ont eu un diabète gestationnel, ceux qui sont sédentaires, alors ça fait déjà pas mal de monde, hein, hypertendus, etc. Prise de neuroleptiques, c'est quelque chose d'assez nouveau qu'on voit. Les patients, et ils sont assez nombreux, qui ont des psychoses, qui ont des maladies psychiatriques qui nécessitent des neuroleptiques dits atypiques, les neuroleptiques de dernière génération. Zyprexa, Abilify un petit peu moins, Risperdal, etc. Ce sont des médicaments qui ont moins d'effets secondaires type effets extrapyramidaux comme avaient les premiers neuroleptiques, mais qui induisent une prise de poids et un diabète plus fréquemment. Alors on ne sait pas si c'est la prise de poids, probablement il y a aussi des effets diabétogènes par eux-mêmes. Et puis le fait que peut-être ces patients vont mieux dans leur tête, mais enfin, entre guillemets, ils se rattrapent sur des comportements alimentaires un peu anarchiques. Il y a beaucoup de consommation de soda. Alors c'est une population qui est assez importante, qui a été beaucoup décrite aux États-Unis, mais qu'on voit, et moi j'avais commencé un travail aussi là-dessus, effectivement, il y a une obésité énorme chez ces patients qui sont traités souvent à vie par neuroleptiques. Et donc on sensibilise les psychiatres qui s'intéressent peu aux somatiques, hein, mais de dire attention, pensez à dépister un diabète ou faites faire une glycémie. Mais c'est des patients souvent qui ne voient que le psychiatre, qui ne voient plus le médecin généraliste ou qui n'aiment pas bien voir les médecins et pour lesquels il peut avoir un diabète méconnu. Hein. Donc on rajoute maintenant dans les catégories à risque les patients traités par neuroleptiques. Alors, juste pour qu'on comprenne, dans le diabète de type 2, ils ont un pancréas qui sécrète de l'insuline, mais qui sécrète, on a ce qu'on appelle le pic précoce d'insulinosécrétion. Dès qu'on commence à manger, il y a un pic très précoce d'insulinosécrétion. La nature fait bien les choses pour que justement la glycémie ne monte pas. Quand on commence à manger, la glycémie ne monte pas, puis elle ne descend pas. Une glycémie physiologique, elle va passer de 0,8, 0,9 ou 1 gramme à jeun, elle va monter à 1,30, 1,40 maximum. Il y a une amplitude qui est très très étroite. Donc, et ça, c'est à cause de l'insuline qu'on sécrète très vite et qui évite ce pic d'hyperglycémie postprandiale. Vous voyez, il n'y a pratiquement pas de pic. En revanche, dès qu'on est prédiabétique ou diabétique, on peut monter à 2 grammes facilement. C'est pathologique. Hein. Dès qu'on dépasse 1,40 g, 1,50 g, ce qu'on appelle en postprandial après les repas, c'est pathologique. Et ça, au départ, c'est des anomalies minimes qu'on commence à voir chez des gens qui vont devenir diabétiques. C'est ce qu'on appelle les altérations du pic précoce d'insuline. Il sécrète bien l'insuline. Un diabétique de type 1, il ne sécrète plus rien. C'est pour ça qu'il est très mal et je vous dis, il meurt si on ne lui donne pas l'insuline. Là, il sécrète, mais avec un peu de retard. La sécrétion est un peu retardée. Et ça conduit un petit peu à l'hyperglycémie. Il faut dire aussi que les muscles ont du mal à capter le glucose. 3/4 des sucres que l'on absorbe vont être oxydés, vont être brûlés ou stockés en glycogène dans les muscles. Donc c'est important, vous voyez ce lien entre la masse musculaire et l'utilisation du glucose. D'où le lien qu'on peut voir entre sédentarité, manque d'activité physique et anomalie du métabolisme du glucose. C'est brûlé à 3/4 dans les muscles. Il y a le cerveau qui utilise du glucose, c'est le carburant du cerveau, hein, et ce qui veut dire aussi que le cerveau ne tolère pas bien de manquer de glucose, ça donne des symptômes qu'on voit dans l'hypoglycémie. Bon. Mais enfin, le cerveau, ce n'est pas une consommation énorme non plus. À l'état de repos, c'est une consommation qui n'est pas négligeable. Mais c'est avant tout les muscles. Et puis, il y a une partie qui est également stockée dans le foie pour faire des réserves. Parce que quand on est à jeun, c'est le foie qui sécrète du glucose. Pourquoi lorsqu'on est à jeun et des gens qui font une grève de la faim pendant très longtemps vont avoir une glycémie mais tout à fait normale alors qu'ils jeûnent depuis des semaines parfois? Eh bien, c'est le foie qui est capable de sécréter du glucose pour maintenir une glycémie normale. Hein. Alors, dans le diabète de type 2, ça s'emballe un peu et le foie crache un peu trop de sucre. Ce qui fait que le matin, au réveil, ils ont une glycémie un peu élevée. Alors, là, on rentre un tout petit peu dans les mécanismes, ce qui aura une importance en termes de traitement. On dit que ce sont des patients qui sont résistants à l'insuline, insulino-résistants. Ils sécrètent de l'insuline, mais cette insuline, elle est moins efficace.
elle est moins efficace au niveau des muscles, au niveau du foie, et donc il en faut plus. C'est pour ça qu'ils sécrètent plus d'insuline. En compensation, ils en sécrètent plus. Et alors, en mettant un peu plus, finalement, ça arrive à contrôler, ça arrive finalement à contrôler cette insulinorésistance. Sauf qu'à force, ça épuise un peu le pancréas de sécréter toujours plus d'insuline. Et c'est pour ça qu'avec l'âge, entre guillemets, il s'épuise et on a ces altérations de l'insulinosécrétion. Une diminution de la capacité de sécrétion de l'insuline par les cellules bêta. Et c'est à ce stade-là qu'on arrive au diabète. Alors, il y a la notion qu'on connaît bien maintenant de la répartition des graisses, cette répartition dite androïde ou viscérale ou adiposité centrale, qui se traduit par un périmètre ombilical ou un tour de taille qui est élevé. Et ça, c'est un facteur qui prédispose à la survenue d'un diabète. C'est typiquement l'homme d'âge mûr qui a une petite bedaine, une petite brioche, qui n'est pas obèse. Si on fait son IMC, il n'est pas obèse, il peut avoir un surpoids, mais même pour certains, on peut avoir un IMC à 24, mais voilà, tout est concentré là. C'est typiquement plus masculin que féminin. Vous savez que féminin, c'est plutôt gynéoïde, c'est le haut des cuisses. Et ça, c'est une graisse, une mauvaise graisse qui sécrète des substances qui sont un peu toxiques pour le foie notamment, et qui vont rendre l'organisme résistant à l'insuline. Et c'est pour ça que c'est des patients qui, ensuite, ont un risque de diabète plus élevé. Il faut savoir que le fait d'avoir un tour de taille augmenté, c'est associé à des anomalies. Un bon cholestérol, le HDL qui est bas, des triglycérides élevés, ils sécrètent plus d'insuline, donc ils ont un hyperinsulinisme, et ils ont des marqueurs de l'inflammation un petit peu plus élevés. Inflammation au minima. Et on sait que ces patients-là sont également plus à risque de maladies cardiovasculaires. Il y a un grand lien entre diabète, maladie cardiovasculaire. Le fait d'être résistant à l'insuline, insulinorésistant, ça expose à un risque de maladie cardiovasculaire par des mécanismes qui ne sont d'ailleurs pas très très bien connus. Mais il y a le même phénotype, si on peut dire. Et globalement, en médecine prédictive, vous voyez une femme ou un homme, je vais l'illustrer, ce commercial qui fait beaucoup de routes, qui a sa petite bedaine, etc., on sait qu'il est plus à risque de diabète et d'infarctus. Bon. Alors, après, à lui de changer son mode de vie. Bon, puis ils ne feront pas tous un infarctus, ils ne seront pas tous diabétiques, heureusement, puis ce n'est pas du 100%, et tant mieux. Mais on peut voir, rien qu'avec son tour de taille, avec sa répartition des graisses, qu'il l'expose à un risque. Les médecins des compagnies d'assurance l'ont bien compris. Ils peuvent savoir effectivement assez vite avec le profil le risque du patient. Donc, ce qui est important, voilà, c'est les graisses, ok, avoir une obésité, ça expose au risque de diabète, mais c'est surtout la répartition des graisses qui est importante. Et donc, vous avez ici, effectivement, voilà cet homme dont je vous parlais tout à l'heure. Il n'est pas obèse, mais il a un tissu adipeux viscéral important, ce qui fait qu'il est insulinorésistant et qu'il est à haut risque de développer un diabète de type 2. Alors, le tour de taille, la ceinture, c'est un raccourci, mais le tour de taille, ça se mesure un petit peu plus haut que la ceinture. Après, c'est certain qu'a priori, quelqu'un qui a un tour de taille élevé, il n'aura pas un pantalon en 38 ou 40, mais ça se reflète un peu plus haut. Alors, le côté dynamique, vous perdez du tour de taille, vous diminuez votre risque de devenir diabétique. C'est fluctuant dans les deux sens. La graisse abdominale, c'est celle qu'on prend en premier, c'est celle qu'on perd en premier. La graisse féminine, elle est très difficile à perdre. Les femmes le savent bien. C'est une graisse qui est dite très peu mobilisable. C'est-à-dire qu'il y a peu de lipolyse. Elle a du mal, à part la liposuction, énormément de mal à la faire fondre. En revanche, dès que vous faites un régime hypocalorique, c'est celle-là que vous perdez en premier. Ça, c'est un côté dynamique qui a aussi... là, ce n'est pas figé. Donc, en prévention du diabète, on va axer énormément sur la perte de poids. Oui, bien sûr, s'il y a un excès de poids, mais surtout la perte du tour de taille. Alors, les objectifs glycémiques. Alors, dans ces objectifs glycémiques, là, on va rentrer un tout petit peu, mais on utilise un marqueur qui s'appelle l'hémoglobine glyquée, l'HbA1c. L'hémoglobine glyquée, c'est un reflet de la moyenne
de l'état glycémique au cours des 2 à 3 derniers mois. Il faut savoir que les sucres qui sont dans le sang vont se lier de manière irréversible à des protéines. C'est ce qu'on appelle le phénomène de glycation. Donc il faut imaginer des sucres qui sont collés aux protéines et une transformation effectivement chimique. Et c'est le reflet de l'hyperglycémie. Plus vous avez de sucre dans le sang, plus vous aurez de protéines dites glyquées. Et donc l'idée a été de dire, l'hémoglobine, eh bien, il y a différentes variétés d'hémoglobine. Cette hémoglobine HB1C, elle est recouverte d'une partie de sucre. Elle est glyquée. Normalement, c'est moins de 5% chez quelqu'un qui est non diabétique. Et plus la glycémie a été élevée, plus il y aura d'hémoglobine sucrée, hémoglobine glyquée. Et donc, c'est un très bon reflet parce que ça tient compte de la glycémie à jeun, ça tient compte de la glycémie après les repas. Et donc, chez les diabétiques, l'objectif, c'est qu'ils aient une hémoglobine glyquée, une HbA1c inférieure à 6,5%. Ça veut dire, dans ce cas-là, qu'ils ont un très bon équilibre glycémique au cours des 2 à 3 derniers mois. Parce que vous avez des patients, bon, tout le monde ne se pique pas le bout du doigt pour avoir une glycémie capillaire. Ceux qui ne sont pas à l'insuline, il n'y a pas d'obligation. Et puis, vous pouvez avoir une glycémie à jeun de temps en temps qui est très bien. Et puis, vous montez à 2,50 g après les repas. Personne ne s'en rend compte s'ils ne font pas un test. Et puis, quand on monte après les repas, c'est 1 heure généralement. Le pic, il est à 1 heure. Hein. Après 2 heures, le pic est déjà passé. Hein. Globalement, il est à 1 heure. Donc, on peut passer à côté et avoir l'impression que le contrôle du diabète, il est bien. Et vous avez des diabétiques, notamment le diabète gestationnel. Des femmes ont souvent des glycémies à jeun normales, mais c'est après les repas qu'elles montent beaucoup. Hein. Donc, l'hémoglobine glyquée va nous permettre de savoir si l'équilibre glycémique est satisfaisant ou pas. Alors, cette hémoglobine glyquée inférieure à 6,5, ça vous donne, en termes d'objectif glycémique, une glycémie à jeun inférieure à 1,20 g, une glycémie postprandiale qui ne dépasse pas 1,40 g, 1,50 g. Ça, c'est un objectif ambitieux qui est difficile à obtenir, mais qui permet d'éviter les complications. Bon, alors après, les recommandations françaises nous disent évidemment à moduler en fonction de l'âge. Si la personne a 85 ans, on sera moins exigeant que si la personne est plus jeune, en fonction des comorbidités associées et puis du degré de participation du patient. Il y a des jeunes diabétiques qui sont en crise d'adolescence, déjà, ils font quelques contrôles, ils acceptent de faire leurs injections et on va pas leur dire, on se dit que déjà 2 grammes c'est acceptable, bon, parce que c'est un moment de leur existence et qu'il faut attendre et puis ensuite ça ira mieux. On adapte hein, évidemment, parce que si on leur dit, ah ben non, c'est moins d'un gramme 20 à jeun, alors que d'habitude il est à 2,50 g, on n'est pas, entre guillemets, on n'est pas crédible, on doit tenir compte du contexte. Au départ, on va proposer régime et activité physique. Et ça peut marcher. Ça peut marcher sans médicaments. On peut faire disparaître un diabète avec simplement du régime et de l'activité physique. Il faut savoir qu'il y avait beaucoup moins de diabète dans toutes les périodes, entre guillemets, de disette, pendant la Seconde Guerre mondiale, lors des sièges de Stalingrad, etc. Il n'y avait pratiquement pas de diabète de type 2. C'est une maladie qui se révèle avec une alimentation dite d'affluence, une alimentation surabondante. Hein. Et puis surtout une baisse de l'activité physique. On le voit notamment avec des sportifs qui, pour une blessure ou pour une raison X ou Y, s'arrêtent de faire du sport de manière importante, prennent du poids et deviennent diabétiques. Alors qu'on peut dire c'est d'anciens sportifs, ils étaient, etc. On voit bien que là, le facteur majeur, ça a été une réduction importante de l'activité physique qui permettait de compenser. Peut-être qu'ils avaient des anomalies génétiques, mais ça allait très bien tant qu'ils étaient sportifs. Et à partir du moment où le métabolisme se faisait moins bien au niveau des muscles, eh bien, hop, la glycémie monte. Donc, régime activité physique. Et puis, si ça ne suffit pas, on met un traitement, ce qu'on appelle monothérapie, un médicament. Si ça ne suffit pas, on passe en bithérapie, en trithérapie, et puis après on rajoute de l'insuline. Et certains patients doivent avoir de l'insuline tout le temps. Ils sont insulino-requérants. C'est quand même une minorité des diabétiques de type 2, mais vous pouvez voir des patients qui ont de l'insuline et qui sont pourtant des diabétiques de type 2 et non pas des diabétiques de type 1. Mais dans ce cas-là, l'insuline est venue après, progressivement, parce que leur pancréas s'est épuisé, et souvent ils ont moins d'injections que le diabétique de type 1. Un diabétique de type 1 a souvent 3, 4 voire parfois 5 injections par jour pour être bien équilibré. Il est totalement dépendant de l'insuline. Il peut même avoir une pompe à insuline qui lui infuse de l'insuline en continu. Le diabétique de type 2, il arrive à sécréter de l'insuline, mais il en sécrète moins bien et donc il a parfois une seule piqûre le soir et des cachets dans la journée. Vous voyez, c'est une fréquence qui est moindre. Mais vous ne pouvez pas dire, puisqu'il a de l'insuline, c'est forcément un type 1. Non, il y a à peu près 30% des types 2 en France qui sont traités par insuline. D'accord ?
Alors les modifications du mode de vie, ça a un réel impact sur le contrôle glycémique et c'est important. Toutes les recommandations vont dire il faut proposer ça au patient. Le patient, il ne va pas se précipiter à faire ça. Ça va lui coûter un changement de comportement. Personne n'a envie de changer de comportement, de style de vie. Puis plus on est âgé, moins on a envie. Alors, vous verrez ça avec l'obésité, et puis cette semaine, et puis il y a effectivement donc un impact psychique, il y a un impact qualité de vie, il y a un impact motivation. Les patients, ils ont envie de changer de vie quand ils ont très peur. Ils ont eu un cancer, ils ont un infarctus, ils ont eu peur de mourir. Là, ils sont motivés à changer, s'arrêter de fumer ou maigrir. On le voit très bien, effectivement, les patients chez qui on a découvert un diabète au moment de l'infarctus, bon, à la fois c'est un coup de massue, mais évidemment, ils sont quand même plus enclins de dire, bon, ben, ça y est, je change de style de vie. Le patient chez qui on a découvert un diabète, il se plaint de rien. Il peut avoir un peu peur des complications, mais c'est là où finalement parfois on n'est pas très bon. Alors soit on leur fait trop peur, soit on leur fait pas assez peur. En soi d'ailleurs la peur n'est pas un bon moteur dans la motivation à long terme, mais c'est nous une préoccupation qu'on a, comment essayer de sensibiliser les gens et d'essayer de les pousser à mieux manger, à faire de l'activité physique, alors qu'ils n'en ressentent pas forcément le besoin ni l'envie, spontanément. Et donc, c'est la grande problématique d'une maladie silencieuse qui n'a pas de symptômes et finalement qu'ils ont du mal à s'approprier. Hein, puisque vous n'avez pas, justement, il faut qu'on crée du symptôme pratiquement parce que finalement, ils l'oublient. Hein. La première réaction, c'est le déni. Hein. Après, bon, pourquoi moi? Vous êtes sûr? Il doit y avoir une erreur. Et puis après, on se dit finalement, non, je ne suis plus diabétique. Le nombre de gens qui... Ah oui, c'est vrai, on m'avait dit que j'avais du diabète, mais ça vient à la fin de l'entretien. Ah oui, mais il avait complètement zappé. Hein, c'est vraiment le déni. Et puis c'était un petit diabète. C'était un petit diabète. Ça ne veut rien dire un petit diabète, mais c'est quelque chose qu'on entend souvent. C'est un diabète qui n'est pas grave. Le diabète du jeune, il est grave, mais pas celui-là. Donc, vous voyez les difficultés qu'on peut avoir. Donc, à toutes les étapes, de toute façon, c'est important. Un patient qui est sous insuline, mais qui se met à manger n'importe comment, il va prendre énormément de poids et l'impact diététique reste important, même au stade de l'insuline, hein, par exemple.